Bonjour les amis historiens du dimanche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un homme. Un nom qui résonne, souvent un peu dans l'ombre d'un autre géant de l'histoire romaine, mais dont l'existence fut un véritable tourbillon de gloire, de puissance et, finalement, de tragédie. J'ai nommé Pompée le Grand. Ah, Pompée, un personnage fascinant, n'est-ce pas? On l'appelle le Grand Magnus en latin. Mais pourquoi ce titre? Qu'est-ce qui a fait de lui l'une des figures les plus emblématiques, les plus puissantes de la République romaine à son apogée? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, confortablement installés, comme chaque dimanche. Imaginez, si vous voulez bien, un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, catapulté dans les arènes sanglantes de la politique et de la guerre romaine. Pompée, de son nom complet Gnaeus Pompeius Magnus, est né en 106 avant Jésus-Christ. Son père, Strabon, était un homme politique et militaire compétent, mais pas franchement le plus populaire de Rome. On le disait cupide, opportuniste. Et Pompée, en héritant de son nom, hérite aussi d'une certaine réputation. Mais il va vite s'en affranchir. Son entrée sur la scène politique, elle est fulgurante, spectaculaire. Vous voyez, Rome, à cette époque, est déchirée par des guerres civiles sans merci. Les factions s'affrontent, la violence est monnaie courante. Et le jeune Pompée, à 23 ans à peine, fait un choix audacieux, un choix qui va sceller son destin, il se rallie à Sylla. Sylla, c'était le général le plus puissant de son temps, un homme impitoyable qui marche sur Rome avec ses légions. Et Pompée, plutôt que de rester dans l'ombre, va lever ses propres légions, 3 légions, figurez-vous. Avec son propre argent, sa propre influence. Un exploit absolument incroyable pour un si jeune homme. Il se montre loyal, efficace, d'une brutalité parfois glaçante. C'est à cette époque qu'on lui donne un surnom qui fait froid dans le dos. Adul Centullus Carnifex, le jeune boucher. Un surnom qui témoigne de sa férocité, oui, mais aussi de son efficacité. Il écrase les partisans de Marius, l'ennemi de Sylla, en Sicile, puis en Afrique. Ses campagnes sont un succès retentissant. Et Pompée, fort de ses victoires, de ce prestige acquis si jeune, ose l'impensable. Il ose réclamer un triomphe à Rome. Un triomphe, c'était l'honneur suprême pour un général victorieux, réservé normalement aux hommes ayant déjà exercé une magistrature importante. Pompée n'avait rien de tout ça. Mais il insiste. Et Sylla, bien que réticent, finit par céder. On raconte même qu'il aurait dit, avec une pointe d'agacement, que le soleil levant est plus de génuflexion que le soleil couchant. Une référence à Pompée qui monte et à Sylla qui décline. Imaginez la scène. Pompée, à 24 ans, entre dans Rome sur son char de triomphe, acclamé par la foule, paré des insignes de la gloire militaire. C'est du jamais vu. C'est ce moment-là qui marque son entrée fracassante dans la légende. Il est désormais Magnus, le Grand. Mais ce n'est que le début de son ascension. Après Sylla, la République peine à retrouver son équilibre. Pompée, lui, est devenu incontournable. Il est le général vers qui on se tourne quand la situation est désespérée. Et il va le prouver, à plusieurs reprises. Le premier défi colossal, ce sont les pirates. Oui, les pirates. Aujourd'hui, on les imagine dans les Caraïbes avec un bandeau sur l'œil. Mais à l'époque romaine, les pirates étaient une véritable plaie, un fléau qui ravageait la Méditerranée. Ils s'attaquaient aux navires marchands, aux convois de blé qui nourrissaient Rome, ils kidnappaient des sénateurs. Le prix du grain s'envolait, la famine menaçait. C'était une crise sans précédent. Le Sénat, dépassé, n'arrivait pas à agir. Alors, en 67 avant Jésus-Christ, on vote la Lex Gabinia. Une loi exceptionnelle qui donne à Pompée des pouvoirs extraordinaires. Il a un commandement sur toute la Méditerranée, et sur 50 miles à l'intérieur des terres, pendant 3 ans. Des pouvoirs que personne n'avait jamais eu auparavant. Et Pompée, mes amis, Pompée ne déçoit pas. En seulement 3 mois, il nettoie la Méditerranée de fond en comble. Il divise la mer en secteurs, déploie ses flottes, traque les pirates sans relâche, les enferme dans leur dernier retranchement et les force à se rendre. C'est un chef-d'œuvre de stratégie et d'organisation. Les pirates sont vaincus, la navigation est sûre, le blé afflue à nouveau. Pompée est le sauveur de Rome, un véritable héros populaire. Son étoile brille encore plus fort. Mais la République a un autre problème majeur. À l'est, il y a Mithridate VI, roi du Pont. Un ennemi redoutable, un fin stratège, un empoisonneur invétéré qui règne sur un empire puissant et qui défie Rome depuis des décennies. Les généraux romains se cassent les dents sur lui. La guerre traîne en longueur, coûte cher en vie et en argent. Devinez qui on appelle? Eh oui, Pompée. En 66 avant Jésus-Christ, une nouvelle loi, la Lex Manilia, lui confère un commandement illimité en Orient. Encore des pouvoirs gigantesques, mais la confiance en Pompée est totale. Et il va se montrer à la hauteur de cette confiance. Il écrase Mithridate, il le force à fuir, le traque jusqu'à ce que le vieux roi finisse par se suicider. Mais Pompée ne s'arrête pas là. Il réorganise tout l'Orient romain, fonde des villes, crée de nouvelles provinces,
établit des rois clients, fixe des frontières. Il transforme la région, apporte la paix et la stabilité, et surtout, il rapporte à Rome des richesses absolument colossales. C'est une œuvre d'homme d'État, de bâtisseur, en plus d'être un génie militaire. Son retour à Rome, en 61 avant Jésus-Christ, est un événement sans précédent. Un troisième triomphe, plus grandiose encore que les précédents. On dit qu'il a étalé sur plusieurs jours les richesses, les prisonniers, les cartes des territoires conquis. Il a fait défiler des centaines de rois, de princes et de généraux capturés. Pompée est alors l'homme le plus puissant de Rome, sans conteste. Il a tout, la gloire, la richesse, l'amour du peuple. Pourtant, le pouvoir, même pour un homme comme Pompée, n'est jamais simple. À son retour, il se heurte à un Sénat conservateur, méfiant vis-à-vis de son immense prestige. Ses vétérans n'obtiennent pas les terres qu'on leur avait promises, ses décisions en Orient ne sont pas toutes ratifiées. Pompée, l'homme le plus puissant de Rome, se sent bafoué. C'est là qu'il va commettre ce qui sera peut-être la plus grande erreur politique de sa vie. En 60 avant Jésus-Christ, il s'allie avec deux autres hommes ambitieux. Crassus, l'homme le plus riche de Rome, et Jules César, un jeune loup politique dont la carrière ne fait que commencer. C'est le premier triumvirat. Un pacte secret, une alliance informelle de pouvoir pour contourner l'opposition sénatoriale. 3 têtes, un seul corps, disait-on. Pour sceller cette alliance, Pompée épouse même Julia, la fille unique de César. Une alliance de sang, une alliance d'intérêt. Pendant quelques années, ça fonctionne. César est consul, puis part conquérir la Gaule. Crassus et Pompée se partagent les honneurs et les bénéfices. Pompée est le géant respecté, le garant de l'ordre. Il devient même consul sans collègue en 52 avant Jésus-Christ, une sorte de dictateur constitutionnel, chargé de ramener le calme à Rome, miné par les émeutes. Mais les amitiés politiques sont fragiles à Rome. D'abord, Crassus meurt en 53 avant Jésus-Christ, lors d'une campagne désastreuse contre les Parthes. L'équilibre du triumvirat est rompu. Puis, en 54 avant Jésus-Christ, Julia, la femme de Pompée et fille de César, meurt en couche. Le lien personnel entre les deux hommes, ce lien de sang qui les unissait, disparaît. Et c'est là que la fissure commence à s'agrandir. César, de son côté, a conquis la Gaule. Il est devenu immensément riche, a levé une armée dévouée, et s'est taillé une réputation qui rivalise désormais avec celle de Pompée. Pompée, en revanche, est resté à Rome, de plus en plus identifié au Sénat, à la République traditionnelle. Il voit d'un mauvais œil la montée en puissance de son ancien allié. La tension monte, jusqu'au point de non-retour. Le Sénat, mené par Pompée, exige que César renvoie ses légions et revienne à Rome en simple citoyen pour se présenter aux élections. César, évidemment, refuse. Il sait qu'il serait alors vulnérable à ses ennemis. Le 10 janvier 49 avant Jésus-Christ, César franchit le Rubicon, une petite rivière marquant la frontière de sa province. Alea iactae, le sort en est jeté. C'est le début de la guerre civile. Pompée se retrouve à la tête des forces sénatoriales, le défenseur de la République. Le choc est inévitable. César, malgré l'infériorité numérique, est d'une rapidité fulgurante. Pompée, lui, est plus lent, plus prudent. Il mise sur l'épuisement de César. Il se retire en Grèce avec la majeure partie de ses troupes. La confrontation finale a lieu en Pharsale, en Thessalie, en 48 avant Jésus-Christ. Pompée a l'avantage du nombre, une armée plus grande, une cavalerie impressionnante. Mais César a des vétérans aguerris, une stratégie brillante, et surtout, un sens du timing inégalable. Il anticipe le mouvement de cavalerie de Pompée, prépare une embuscade, et met en déroute les légions de Pompée. C'est une défaite cuisante, un désastre pour le grand Pompée. Il fuit. Pompée le Grand, l'homme qui avait tout conquis, est maintenant un fugitif. Il se dirige vers l'Égypte, espérant y trouver refuge auprès du jeune pharaon Ptolémée XIII, qu'il avait lui-même soutenu quelques années auparavant. Mais en Égypte, il est trahi. Les conseillers du jeune Ptolémée, pensant faire plaisir à César et s'assurer sa faveur, décident de se débarrasser de Pompée. Alors qu'il descend d'un navire pour rejoindre le rivage, il est assassiné par des anciens officiers à sa solde. Il est décapité sur la plage. César, arrivant peu après en Égypte, est horrifié. Il ne souhaitait pas la mort de Pompée, mais sa reddition. On raconte qu'on lui a présenté la tête de son ancien gendre, son ancien ami, son grand rival, et qu'il a pleuré. Il punira sévèrement les assassins. Ainsi s'achève, de manière si brutale et si ignoble, la vie de Pompée le Grand. Un homme qui avait connu une ascension fulgurante, une gloire militaire inégalée. Il a été l'homme le plus puissant de Rome, celui qui a nettoyé la Méditerranée, conquis l'Orient, et dont la stature imposait le respect. Mais Pompée, malgré son génie militaire, a peut-être manqué de la flexibilité politique nécessaire pour s'adapter à une république en pleine mutation. Il était l'homme des institutions, des traditions, tandis que César était l'homme de la modernité, du bouleversement.
Pompée, c'était le soleil levant d'une époque, qui a brillé d'un éclat aveuglant avant de s'éteindre trop tôt, victime de l'ambition d'autrui et de son propre destin. Son histoire nous rappelle que même les plus grands, même les plus puissants, peuvent chuter. Et que les amitiés, les alliances, peuvent se transformer en rivalité mortelle. J'espère que cette promenade historique, en compagnie de Pompée le Grand, vous a plu et vous a éclairé un peu plus sur cette figure majeure de la Rome antique. On se retrouve, bien sûr, dimanche prochain, pour une nouvelle page d'histoire passionnante. D'ici là, prenez bien soin de vous, et gardez l'œil de l'historien curieux. À très vite.